Bonsoir, chers amis. Bienvenue dans ce nouveau voyage nocturne où les mystères se dévoilent doucement sous le voile de la nuit. Je suis ravi de vous retrouver ce soir pour partager avec vous une histoire qui vous mènera dans les couloirs feutrés d'un palais vénitien où se cache un secret troublant. Avant de commencer, je tiens à vous remercier de votre fidélité et de votre confiance. Si cette histoire vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres mystères apaisants qui vous accompagneront vers le sommeil. Installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez, et laissez-vous porter par cette enquête qui se déroule dans l'atmosphère feutrée d'un bal masqué, où les apparences trompent et où la vérité se cache derrière les masques les plus élégants. Je vous souhaite une très douce nuit, et que cette histoire vous guide vers les plus beaux rêves. Il était une fois, dans la sérénissime cité de Venise, au cœur du XVIIIe siècle, un palais dont les fenêtres gothiques reflétaient les ondulations paisibles du Grand Canal. Le Palazzo Contarini se dressait majestueusement, ses façades de marbre rose caressées par la lumière dorée du couchant. Ce soir-là, une brise légère faisait danser les rideaux de soie au balcon, portant avec elle les parfums de jasmin et de sel marin. Le comte Alessandro Contarini avait organisé l'un de ces bals masqués dont Venise avait le secret, où la noblesse européenne se pressait pour goûter aux plaisirs raffinés de la Sérénissime. Les invitations, gravées sur parchemin ivoire et scellées de cire rouge, avaient été envoyées aux 4 coins de l'Europe. Ce soir, le palais allait résonner de rires feutrés, de conversations murmurées et de mélodies jouées par les plus talentueux musiciens de la ville. Dans les cuisines au sous-sol, l'effervescence était douce et organisée. Les domestiques s'affairaient avec cette élégance particulière aux grandes maisons vénitiennes, préparant des mets délicats sur des plateaux d'argent ciselé. L'air embaumait les épices orientales, le safran et la cannelle, mélangeait aux arômes de vin fin qui vieillissaient dans les caves voûtées du palais. Au premier étage, dans ses appartements privés, le comte Alessandro ajustait son masque de carnaval. C'était une œuvre d'art vénitienne, sculptée dans l'ivoire le plus pur et ornée de filigranes dorées. Ses yeux noisettes brillaient derrière les découpes savamment ouvragées, et un sourire tranquille flottait sur ses lèvres. À 52 ans, Alessandro Contarini était un homme distingué, amateur d'art et collectionneur passionné. Son palais abritait l'une des plus belles collections de peintures vénitiennes de l'époque. Les premiers invités commençaient à arriver par la grande entrée donnant sur le canal. Les gondoles accostaient une à une au ponton de marbre, leurs lanternes dorées dansant sur l'eau sombre. Les dames descendaient délicatement, leurs robes de soie bruissant comme des murmures, leurs masques scintillant sous la lueur des torches. Les gentilshommes les escortaient, leurs capes flottant dans la brise tiède de cette soirée de septembre. Parmi les invités de marque se trouvait la comtesse Isabella di Marco, une femme d'une beauté saisissante, connue dans toute l'Europe pour son esprit vif et ses collections de bijoux rares. Son masque, serti de perles et de saphirs, ne parvenait pas à dissimuler l'éclat de ses yeux verts. Elle était accompagnée de son cousin, le marquis Benedetto Falier, homme de lettres réputé pour ses sonnets et sa passion pour l'alchimie. Le docteur Heinrich Zimmer, médecin personnel de plusieurs têtes couronnées, était également présent. Cet homme âgé de 60 ans, à la barbe argentée et soigneusement taillée, portait un masque sobre mais élégant, orné d'un simple liseret d'argent. Sa réputation de guérisseur s'étendait bien au-delà des frontières de Venise, et sa présence honorait toujours les réceptions du comte. Dans la bibliothèque attenante au grand salon, maître Giuliano Venetis, notaire de la famille Contarini depuis plus de 30 ans, vérifiait une dernière fois certains documents. C'était un homme méticuleux, aux cheveux blancs comme neige, dont la loyauté envers la famille était légendaire. Son masque simple de cuir noir contrastait avec la richesse de son pourpoint de velours bordeaux. Les musiciens, installés dans l'alcôve du salon, accordaient leurs instruments. Les notes cristallines d'un clavecin se mêlaient au son plus grave d'une viole de gambe,
créant une harmonie parfaite qui semblait flotter dans l'air parfumé d'encens et de roses. Les chandeliers de cristal de Murano diffusaient une lumière dorée qui dansait sur les fresques au plafond, représentant des scènes bucoliques de la mythologie grecque. Le comte Alessandro descendit le grand escalier de marbre, saluant ses invités d'un geste gracieux de la main. La soirée commençait sous les meilleurs auspices, et rien ne laissait présager le drame qui allait bientôt troubler cette atmosphère de fête raffinée. Vers 9 heures, alors que les derniers invités prenaient place dans le grand salon, un personnage mystérieux fit son apparition. Il portait un masque vénitien d'une beauté extraordinaire, entièrement noir et orné de motifs dorés qui semblaient bouger à la lueur des bougies. Sa cape de velours sombre flottait derrière lui comme une ombre vivante. Et personne ne semblait le connaître. Les conversations se turent un instant à son passage, puis reprirent leur cours comme si de rien n'était. L'homme au masque noir se dirigea vers le buffet, où étaient disposés les mets les plus raffinés. Il salua poliment les autres invités, mais ne se joignit à aucune conversation. Sa présence avait quelque chose d'hypnotique, et plusieurs dames ne pouvaient s'empêcher de le regarder à la dérobée, intriguées par cette aura de mystère qui l'entourait. La comtesse Isabella, toujours curieuse des nouveautés, s'approcha de lui avec grâce. « Bonsoir, messire, je ne crois pas avoir eu l'honneur de faire votre connaissance. » Sa voix était mélodieuse comme une cascade de perles. L'homme s'inclina courtoisement, mais ne révéla pas son identité, se contentant de murmurer quelques mots aimables sur la beauté de la soirée. Le marquis Benedetto observait la scène depuis l'autre bout du salon, un verre de vin de Chypre à la main. Son regard intellectuel analysait chaque détail, chaque geste, comme s'il collectait des impressions pour un futur sonnet. Il remarqua que l'homme au masque noir portait une bague singulière, ornée d'une pierre noire qu'il n'arrivait pas à identifier à cette distance. Vers 10 heures, les danses commencèrent. Les couples se formèrent naturellement, glissant sur le parquet ciré au rythme d'une pavane délicate. Les robes de soie tournoyaient comme des corolles de fleurs, et les masques scintillaient sous les lustres de cristal. L'atmosphère était empreinte d'une élégance intemporelle, où chaque geste semblait chorégraphié par un maître de ballet invisible. Le comte Alessandro ouvrit le bal en invitant la comtesse Isabella. Ils formaient un couple harmonieux, évoluant avec cette grâce naturelle qui caractérise l'aristocratie vénitienne. Leurs pas se répondaient comme dans un dialogue silencieux, et leurs masques semblaient sourire à l'unisson. L'homme au masque noir ne dansait pas. Il se tenait légèrement en retrait, observant les couples avec une attention particulière. Parfois, son regard s'attardait sur tel ou tel invité, comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un de précis. Le docteur Zimmer remarqua cette attitude et s'approcha de lui, engageant une conversation polie sur l'art de la danse à Venise. « Vous ne dansez point, messire ?» demanda le bon docteur avec son accent germanique teinté d'italien. L'homme au masque noir sourit. C'était en tout cas ce que laissait supposer le léger mouvement de ses lèvres visible sous le masque. « Je préfère observer, docteur. La danse révèle tant de choses sur la nature humaine. » Sa voix était douce mais grave, avec un accent indéfinissable qui pouvait être de n'importe quelle région d'Europe. Vers 11 heures, un incident mineur vint troubler la sérénité de la soirée. Un des serviteurs, en apportant un plateau de coupe de champagne, trébucha légèrement et renversa quelques gouttes sur la robe de la comtesse Isabella. Ce n'était qu'un accident sans gravité, mais la comtesse parut étrangement troublée, comme si cet incident avait réveillé en elle quelques souvenirs désagréables. Le comte Alessandro s'empressa de rassurer son invité d'honneur, envoyant immédiatement une femme de chambre pour nettoyer la tâche. Mais Isabella semblait distraite, jetant des coups d'œil inquiets vers les coins sombres du salon. Le marquis Benedetto, toujours attentif, remarqua ce changement d'humeur et s'approcha de sa cousine. « Isabella, tout va bien ?» chuchota-t-il à son oreille, profitant d'une pause dans la musique. Elle secoua la tête imperceptiblement, murmurant qu'elle avait simplement besoin de prendre l'air. Elle se dirigea vers la terrasse, qui donnait sur le grand canal, sa robe de soie bruissant doucement sur le parquet. La terrasse était baignée par la lumière argentée de la lune, qui se reflétait sur les eaux calmes du canal. Les gondoles amarrées se balançaient paresseusement, et au loin on entendait les échos étouffés d'autres fêtes qui se déroulaient dans les palais voisins. L'air était doux et parfumé,
chargé de cette mélancolie particulière aux nuits vénitiennes. Isabella s'accouda à la balustrade de marbre, respirant profondément. Elle ne remarqua pas immédiatement la présence de l'homme au masque noir, qui était sorti quelques instants après elle et se tenait dans l'ombre d'une colonne. Quand elle l'aperçut, elle sursauta légèrement, mais se reprit rapidement. « Pardonnez-moi, messire, je ne vous avais pas vu, » dit-elle avec politesse. L'homme s'avança lentement, ses pas résonnant doucement sur les dalles de pierre. « La nuit est belle, n'est-ce pas, comtesse ? Venise révèle ses plus beaux atours sous la lune. » Sa voix semblait porter une note de mélancolie qui s'accordait parfaitement à l'atmosphère de la soirée. Ils restèrent un moment silencieux, contemplant le spectacle magique du grand canal nocturne, puis l'homme au masque noir reprit la parole. « Vous semblez préoccupée, madame la comtesse. Cette soirée ne vous plaît-elle point ?» Isabella se tourna vers lui, et même à travers son masque, on pouvait deviner son trouble. « C'est cette musique, » murmura-t-elle. « Elle me rappelle quelque chose que je préférerais oublier. » L'homme hocha lentement la tête, comme s'il comprenait parfaitement ce qu'elle ressentait. Le passé a parfois tendance à ressurgir, quand nous nous y attendons le moins, n'est-ce pas ? Cette remarque sembla troubler encore davantage Isabella. Elle scruta le visage masqué de son interlocuteur, essayant de percer le mystère de son identité. « Nous connaissons-nous, messire ?» L'homme ne répondit pas directement, se contentant d'un sourire énigmatique qui se perdait dans l'ombre de son masque. À cet instant, les notes d'un menuet s'élevèrent du salon, et le comte Alessandro apparut sur la terrasse. « Ah, vous voilà, chère Isabella, je vous cherchais pour cette danse. » Il salua poliment l'homme au masque noir, qui s'inclina courtoisement avant de rentrer dans le salon. Isabella prit le bras du comte, mais son regard suivit un instant la silhouette mystérieuse qui s'éloignait. « Alessandro, » murmura-t-elle, « connaissez-vous cet homme au masque noir ?» Le comte fronça légèrement les sourcils. « Non, je pensais qu'il était votre invité, ou celui du marquis Benedetto. Pourquoi cette question ?»« Pour rien, » répondit Isabella, mais son ton trahissait une inquiétude qu'elle essayait de dissimuler. Ils rentrèrent dans le salon, où les danses avaient repris de plus belle. L'orchestre jouait maintenant une gigue entraînante, et les couples évoluaient avec une grâce parfaite sur le parquet ciré. Minuit approchait, lorsque survint l'événement qui allait transformer cette soirée de plaisir en cauchemar. Le comte Alessandro, qui venait de terminer une danse avec une jeune duchesse de passage à Venise, annonça qu'il allait se retirer quelques instants dans sa bibliothèque privée pour vérifier certains documents concernant une œuvre d'art qu'il souhaitait acquérir. La bibliothèque se trouvait au 2e étage du palais, accessible par un escalier dérobé depuis le grand salon. C'était une pièce magnifique, tapissée de livres précieux reliés en cuir, où trônait un bureau d'ébène incrusté de nacre, 2 grandes fenêtres donnaient sur une cour intérieure plantée d'orangers, et l'air embaumait le parchemin ancien et l'encre de Chine. Le comte referma soigneusement la porte derrière lui et se dirigea vers son bureau. Il alluma quelques bougies supplémentaires pour mieux voir, puis ouvrit un tiroir secret d'où il sortit plusieurs documents. C'était la correspondance avec un marchand d'art de Florence concernant l'acquisition d'un tableau attribué à Giorgione. Absorbé par sa lecture, Alessandro ne remarqua pas que la porte de la bibliothèque s'était entr'ouverte silencieusement. Une ombre se glissa dans la pièce, se déplaçant avec la fluidité d'un fantôme. Le comte, penché sur ses papiers, ne perçut rien, jusqu'à ce qu'une voix familière s'élève derrière lui. « Bonsoir, Alessandro. » Le comte se retourna, et son visage exprima d'abord de la surprise, puis une forme de reconnaissance mêlée d'inquiétude. « Vous, mais comment? Que faites-vous ici ?» Sa voix tremblait légèrement, comme s'il avait vu un spectre surgir du passé. L'homme au masque noir s'avança lentement, refermant la porte derrière lui. « Il fallait que nous parlions, Alessandro, seuls, loin des regards indiscrets et des oreilles curieuses. » Le comte recula instinctivement, mais le bureau l'empêchait d'aller plus loin. « Je ne comprends pas. Que me voulez-vous »
Le visiteur mystérieux ne répondit pas immédiatement. Il fit le tour de la bibliothèque, regardant les livres avec un intérêt fin, caressant parfois les reliures de cuir. Puis, il s'arrêta devant un portrait représentant une jeune femme aux cheveux dorés. « Belladonna » murmura-t-il. « Une œuvre remarquable. Qui est le modèle ?» Alessandro déglutit difficilement. « C'était ma première épouse, Caterina. Elle est morte il y a 15 ans. » L'homme au masque noir hocha lentement la tête. « Oui, je sais. Pauvre Caterina. Si jeune, si belle et si malheureuse. » Cette dernière remarque fit l'effet d'un coup de poignard au comte. « Comment osez-vous ? Caterina a été heureuse, nous étions heureux. » L'homme se tourna lentement vers lui et, même à travers le masque, on pouvait sentir son sourire ironique. « Vraiment, Alessandro ? Êtes-vous si sûr de cela ? Caterina ne vous avait-elle pas fait part de certaines préoccupations ?» Le comte était maintenant visiblement troublé. Ses mains tremblaient légèrement et des gouttes de sueur perlaient sur son front. « Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Et d'ailleurs, qui êtes-vous pour oser évoquer des souvenirs si douloureux ?» L'homme au masque noir s'approcha encore, et sa voix se fit plus douce, presque hypnotique. « Je suis celui qui connaît la vérité, Alessandro. La vérité sur la mort de Caterina. La vérité sur ce qui s'est réellement passé cette nuit d'hiver, il y a 15 ans. » Le comte chancela, s'appuyant contre son bureau. « Non, non, c'est impossible. Personne ne sait. Personne ne peut savoir. » Détrompez-vous, mon cher comte. Quelqu'un sait. Quelqu'un a toujours su. L'homme leva lentement les mains vers son masque, mais au moment où il allait le retirer, un bruit de pas résonna dans l'escalier. Quelqu'un montait vers la bibliothèque. Alessandro et son mystérieux visiteur se figèrent, tendant l'oreille. Les pas s'arrêtèrent devant la porte, puis on entendit un léger grattement, comme si quelqu'un cherchait à écouter ce qui se passait à l'intérieur. Puis les pas s'éloignèrent, redescendant vers le salon. « Nous sommes interrompus », murmura l'homme au masque noir. « Mais ce n'est que partie remise, Alessandro. Notre conversation n'est pas terminée. » Il se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur la cour intérieure. « À bientôt, mon cher comte. Profitez bien de votre soirée. Elle pourrait être votre dernière. » Sur ces mots énigmatiques, l'homme ouvrit la fenêtre et disparut dans l'obscurité de la cour, laissant le comte seul avec ses souvenirs et ses terreurs. Alessandro resta un long moment immobile, le regard fixé sur la fenêtre ouverte, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Quand il redescendit au salon, son visage était pâle et ses mains tremblaient légèrement. Plusieurs invités remarquèrent son trouble, mais attribuaient cela à la fatigue de l'organisation d'une si grande réception. Le comte fit de son mieux pour reprendre contenance, saluant ses invités avec sa courtoisie habituelle. La comtesse Isabella fut la première à remarquer son état. « Alessandro, vous semblez souffrant. Tout va bien ?» Le comte força un sourire. « Oui, oui, chère Isabella, un petit malaise passager. La chaleur, sans doute. » Mais son regard fuyait, et Isabella eut l'intuition que quelque chose de grave s'était produit. Le marquis Benedetto s'approcha à son tour. « Mon cher Alessandro, si vous le souhaitez, nous pouvons prendre congé. La soirée a été magnifique, mais... » Le comte l'interrompit d'un geste de la main. « Non, non, restez. La fête doit continuer. C'est juste que... » « Avez-vous vu l'homme au masque noir, celui que personne ne semble connaître ?»« Non, je ne le vois nulle part. Pourquoi cette question ?» Alessandro ne répondit pas, se contentant de murmurer qu'il allait prendre un peu l'air sur la terrasse. 1 heure s'écoula encore.
Les invités continuaient à danser, à converser, à déguster les mets raffinés préparés par les cuisiniers du palais. L'orchestre jouait maintenant des airs plus doux, plus mélancoliques, adaptés à cette heure tardive de la nuit. Quelques couples s'étaient retirés dans les alcôves pour des conversations plus intimes. Vers 1 heure du matin, maître Giuliano Venetis, le notaire de la famille, monta à la bibliothèque pour ranger certains documents que le comte lui avait demandé de réviser. Il gravit lentement l'escalier dérobé, ses vieux os craquant à chaque marche. Arrivé devant la porte de la bibliothèque, il frappa doucement. « Monsieur le comte ? Puis-je entrer ?» N'obtenant pas de réponse, il poussa délicatement la porte. La pièce était plongée dans une semi-obscurité, éclairée seulement par quelques bougies qui achevaient de se consumer. Maître Venetis entra. C'est alors qu'il aperçut une forme sombre près de la fenêtre. « Monsieur le comte ?» répéta-t-il, s'approchant avec inquiétude. Quand il fut assez près pour distinguer les détails, un cri d'horreur s'échappa de sa gorge. Alessandro Contarini gisait sur le sol, immobile, son masque vénitien brisé à côté de lui. Ses yeux fixaient le plafond, avec cette expression vide que seule la mort peut donner. Une dague aux manches ouvragées était plantée dans sa poitrine, et un mince filet de sang avait coulé sur son pourpoint de soie blanche. Le cri du vieux notaire résonna dans tout le palais, couvrant momentanément la musique du salon. En quelques instants, les invités se précipitèrent vers l'escalier, leurs visages masqués exprimant l'inquiétude et la curiosité. Le docteur Zimmer fut le premier à atteindre la bibliothèque, suivi de près par la comtesse Isabella et le marquis Benedetto. « Que personne ne touche à rien !» ordonna le docteur d'une voix ferme. Il s'agenouilla près des corps, cherchant en vain un signe de vie. Mais il était évident que Alessandro Contarini était mort depuis déjà un certain temps. « Il faut prévenir les autorités immédiatement », déclara-t-il en se relevant. La comtesse Isabella, malgré son sang-froid habituel, était visiblement bouleversée. « Comment est-ce possible ? Il était avec nous il y a à peine 1 heure. » Le marquis Benedetto observait la scène avec attention, son esprit d'écrivain analysant chaque détail. « Cette dague, je ne l'ai jamais vue auparavant. Elle ne fait pas partie de la collection d'armes du comte. » Maître Venetis, encore sous le choc, expliqua qu'il était monté pour ranger des documents et qu'il avait trouvé le comte dans cet état. « La fenêtre était ouverte, » ajouta-t-il d'une voix tremblante. « Elle n'était pas ouverte quand monsieur le comte est monté tout à l'heure. » Le docteur Zimmer examina la blessure avec attention. « C'est un coup précis, porté par quelqu'un qui connaît l'anatomie. La lame a touché directement le cœur. La mort a dû être instantanée. » Cette observation fit frissonner l'assistance. « Il faut faire le recensement de tous les invités », suggéra le marquis Benedetto. « Vérifier que personne n'a quitté le palais. » Maître Venetis hocha la tête. « J'ai la liste complète. Nous pourrons vérifier. » Mais quand ils redescendirent au salon pour procéder à cette vérification, ils découvrirent que l'homme au masque noir avait disparu. « Personne ne l'a vu partir », affirma le maître d'hôtel quand on l'interrogea. « Mais avec tous ces masques, il est difficile de reconnaître les gens. Peut-être est-il parti discrètement par l'entrée de service. » Cette disparition mystérieuse jeta un soupçon immédiat sur l'inconnu. La comtesse Isabella se souvenait de sa conversation avec l'homme masqué sur la terrasse. « Il semblait connaître le palais », murmura-t-elle au marquis Benedetto, « et il m'a dit des choses étranges sur le passé qui ressurgit. » Benedetto fronça les sourcils. « Quelles choses exactement ? »
Isabella répéta les paroles énigmatiques de l'homme au masque noir, et Benedetto prit un air pensif. On dirait qu'il connaissait Alessandro depuis longtemps. Peut-être ont-ils eu un différend dans le passé. Mais cette hypothèse ne satisfaisait personne entièrement. En attendant l'arrivée des autorités vénitiennes, le docteur Zimmer prit l'initiative d'examiner plus attentivement la scène de crime. Il remarqua que le bureau du comte était en désordre, comme si quelqu'un avait cherché quelque chose parmi les papiers. « Il manque peut-être des documents », suggéra-t-il. Maître Vénétis, qui connaissait parfaitement l'organisation du bureau de son maître, confirma cette hypothèse. « Il y avait ici la correspondance avec le marchand d'art de Florence, et elle a disparu. » Cette découverte ajoutait un élément troublant au mystère. L'inspecteur Marco Dandolo arriva au palais vers 3 heures du matin, accompagné de ses hommes. C'était un homme d'âge mûr, au visage buriné par l'expérience, qui avait résolu de nombreuses affaires criminelles dans la Sérénissime. Son regard perçant balayait chaque détail, chaque indice potentiel. « Racontez-moi exactement ce qui s'est passé », demanda-t-il au docteur Zimmer, qu'il considérait comme le plus fiable des témoins. Le docteur relata les événements avec précision, mentionnant la disparition mystérieuse de l'homme au masque noir et le vol apparent de documents. L'inspecteur examina longuement la dague. C'est une arme de fabrication vénitienne, mais ancienne. Le travail d'orfèvrerie sur le manche date d'au moins 20 ans. Il la fit tourner dans ses mains expertes. Qui aurait pu se procurer une telle arme ? Cette question resta sans réponse immédiate. L'inspecteur interrogea ensuite chaque invité individuellement, mais les témoignages ne révélaient rien de concluant. Personne n'avait remarqué l'homme au masque noir quitter le salon et personne ne pouvait l'identifier formellement. Quand vint le tour de la comtesse Isabella, elle hésita avant de révéler sa conversation avec l'inconnu. Il semblait connaître des détails sur la vie privée du comte, avoua-t-elle finalement. Il a évoqué la première épouse d'Alessandro, Caterina, morte il y a 15 ans. L'inspecteur Dandolo prit note de ce détail avec intérêt. Comment est morte cette Caterina ? Maître Vénétis, qui assistait à l'interrogatoire, répondit. Caterina Contarini est morte dans un accident. Elle est tombée d'un balcon par une nuit de tempête. Une tragédie terrible qui a marqué monsieur le comte à vie. Un accident, répéta l'inspecteur d'un ton pensif. Y a-t-il eu une enquête à l'époque ? Le notaire hocha la tête. Bien sûr, mais elle a conclu à un accident. Caterina était fragile des nerfs, et cette nuit-là, la tempête était particulièrement violente. Elle a dû perdre l'équilibre. L'inspecteur nota soigneusement ces informations, mais son instinct lui disait qu'il y avait là un lien avec le meurtre d'Alessandro. Qui d'autre était au courant des circonstances exactes de cette mort ? Cette question embarrassa visiblement le notaire. Eh bien, il y avait le comte, bien sûr, et moi-même. Le docteur qui s'occupait de Caterina était au courant de sa fragilité nerveuse, et puis il s'interrompit comme s'il hésitait à révéler quelque chose. Et puis, insista l'inspecteur. Il y avait un ami très proche de la famille à l'époque, un certain Lorenzo Malipiero. Mais il a quitté Venise peu après la mort de Caterina, et nous n'avons jamais plus eu de ses nouvelles. Cette révélation fit l'effet d'une bombe silencieuse dans le salon feutré. La comtesse Isabella sursauta légèrement. Lorenzo Malipiero, ce nom me dit quelque chose. Elle se concentra, fouillant dans ses souvenirs. Oui, c'était un ami de mon défunt mari, un homme charmant, mais il avait quelque chose de mélancolique. On disait qu'il avait eu le cœur brisé par une grande passion malheureuse. L'inspecteur leva les yeux de ses notes. « Pouvez-vous le décrire, madame la comtesse ?» Isabella ferma les yeux, essayant de faire ressurgir des souvenirs vieux de 15 ans. Il était grand, élégant, avec des cheveux bruns et des yeux très sombres. Il avait une voix particulière, douce mais grave, avec un léger accent. Je n'arrivais jamais à déterminer d'où il venait exactement. Cette description fit frissonner plusieurs personnes présentes. Elle correspondait étrangement à celle de l'homme au masque noir. Le marquis Benedetto prit la parole. « Inspecteur,
Pensez-vous que cet homme pourrait être revenu à Venise après toutes ces années? C'est une possibilité qu'il faut envisager, répondit Dandolo. Maître Venetis, vous vous souvenez bien des circonstances exactes du départ de ce Lorenzo Malipiero? Le vieux notaire se frotta le front, faisant appel à sa mémoire. C'était quelques semaines après les funérailles de Caterina. Lorenzo était très affecté par cette mort. Il venait souvent au palais à cette époque, prétendant vouloir consoler le comte, mais j'avais l'impression qu'il y avait autre chose. Autre chose? Insista l'inspecteur. Maître Venetis soupira. Lorenzo semblait obsédé par les circonstances de la mort de Caterina. Il posait sans cesse des questions, voulait voir le balcon d'où elle était tombée, examiner ses affaires personnelles. Cela mettait le comte très à mal à l'aise. Le docteur Zimmer, qui était resté silencieux jusqu'alors, intervint soudain. « J'ai soigné Caterina Contarini pendant les derniers mois de sa vie. Elle souffrait effectivement de mélancolie, mais elle n'était pas suicidaire. Au contraire, elle semblait avoir retrouvé goût à la vie de ces dernières semaines. » Cette révélation jeta un froid dans l'assemblée. L'inspecteur nota soigneusement cette information. « Docteur, avez-vous été surpris par sa mort ?» Le médecin hocha lentement la tête. « Très surpris. Caterina m'avait paru en meilleure forme lors de notre dernière consultation. Elle parlait même de projets d'avenir. »« Quel projet ?» demanda Dandolo. Le docteur Zimmer hésita. Elle évoquait la possibilité de voyager, de quitter Venise pour quelque temps. Elle disait qu'elle avait besoin de changement, de découvrir d'autres horizons. Il regarda autour de lui avant d'ajouter. Elle m'avait aussi confié qu'elle avait des choses importantes à révéler à son mari. Cette dernière phrase résonna comme un glas dans le silence du salon. Maître Venetis pâlit visiblement. Des choses importantes? Quel genre de choses? Mais le docteur Zimmer secoua la tête. Elle ne m'a pas donné de détails. Le secret médical m'interdit d'ailleurs d'en dire davantage. L'inspecteur Dandolo referma son carnet et se leva. Messieurs, dames, je vais devoir examiner plus attentivement les affaires personnelles du comte, ainsi que tous les documents qui pourraient m'éclairer sur cette affaire. Je vous demande de rester à disposition pour d'éventuels interrogatoires complémentaires. Les invités se dispersèrent lentement, leurs masques de carnaval contrastant étrangement avec la gravité de la situation. Beaucoup retirèrent leur déguisement, comme si la mort d'Alessandro avait brisé le charme de la soirée et rendu dérisoires ces artifices de la fête. La comtesse Isabella s'attarda, parlant à voix basse avec le marquis Benedetto. « Cette histoire me trouble profondément, » murmura-t-elle. « J'ai l'impression que nous ne connaissons qu'une partie de la vérité sur la mort de Caterina. » Benedetto hocha la tête. « Et maintenant, Alessandro est mort lui aussi. Cela ne peut pas être une coïncidence. » L'inspecteur Dandolo, resté seul dans la bibliothèque avec ses hommes, examina minutieusement chaque détail de la pièce. Il remarqua que la fenêtre donnant sur la cour intérieure était effectivement ouverte et qu'il y avait des traces sur le rebord, comme si quelqu'un était passé par là. En se penchant à la fenêtre, il aperçut dans la cour un morceau d'étoffe noire accroché à une branche d'oranger. C'était un fragment de velon noir, identique à celui de la cape portée par l'homme au masque noir. « Il est parti par ici », murmura-t-il à un de ses hommes. L'inspection de la cour révéla d'autres indices, des empreintes de pas dans la terre fraîchement retournée des massifs de fleurs, menant vers une petite porte qui donnait sur un canal secondaire. Il connaissait parfaitement les lieux, constata l'inspecteur. Ce n'est pas un intrus qui aurait agi au hasard. De retour dans la bibliothèque, Dandolo s'intéressa aux livres et aux documents. Il découvrit bientôt que certains ouvrages avaient été déplacés, comme si quelqu'un avait cherché quelque chose de spécifique. Derrière une rangée de livres anciens, il trouva une cachette secrète, mais elle était vide. Qu'est-ce qui était caché là? Se demanda-t-il à voix haute. Maître Venetis, qui était remonté pour l'aider dans ses recherches, examina la cachette avec attention. Je ne savais même pas qu'elle existait. Le comte ne m'en avait jamais parlé. L'aube commençait à poindre sur Venise, quand l'inspecteur Dandolo quitta provisoirement le Palazzo Contarini. Les premières lueurs rosées se reflétaient sur les eaux du Grand Canal, et les gondoliers matinaux commençaient leur journée de travail. La ville s'éveillait lentement, ignorant encore le drame qui s'était joué dans un de ses plus beaux palais. Dandolo retourna à son bureau, situé près du pont du Rialto, et entreprit de rassembler toutes les informations sur Lorenzo Malipiero.
Les archives de la ville révélaient qu'il était effectivement parti de Venise en janvier 1758, soit exactement 15 ans auparavant. Mais depuis, aucune trace de lui. Il fut également recherché tous les détails sur la mort de Caterina Contarini. Le dossier était mince, un simple constat d'accident sans véritable enquête approfondie. Cela s'expliquait par le rang social du comte, mais aussi par le fait que personne n'avait émis de doute à l'époque. Vers midi, l'inspecteur Dondelot reçut la visite du docteur Zimmer. Le médecin semblait troublé et avait demandé à le voir en privé. « Inspecteur », commença-t-il d'une voix hésitante, « j'ai beaucoup réfléchi cette nuit, et je crois qu'il y a des choses que je dois vous dire sur Caterina Contarini. » Dondelot l'invita à s'asseoir et lui offrit un verre de vin. « Je vous écoute, docteur. » Zimmer but une gorgée avant de reprendre. « Caterina était ma patiente depuis plusieurs années. Au début de son mariage avec Alessandro, elle était heureuse, épanouie. Mais progressivement, j'ai remarqué des changements. »« Quel genre de changement ?» demanda l'inspecteur. Le docteur Zimmer soupira. Elle devenait mélancolique, anxieuse. Elle me parlait de solitude, d'incompréhension. Son mari était souvent absent, occupé par ses affaires et ses collections d'art. Elle se sentait délaissée. C'est fréquent dans les mariages aristocratiques, observa Dondelot. Mais cela justifie-t-il votre inquiétude d'aujourd'hui ? Le docteur Zimmer secoua la tête. Non, il y avait autre chose. Dans les derniers mois de sa vie, Caterina avait retrouvé une certaine joie de vivre. Elle était... comment dire ? Rayonnante. L'inspecteur fronça les sourcils. Rayonnante ? Dans quel sens ? Le médecin hésita longuement avant de répondre. Je pense qu'elle était amoureuse. Pas de son mari, mais de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui lui avait redonné goût à la vie. Cette révélation fit l'effet d'un coup de tonnerre. « Avez-vous une idée de l'identité de cet homme ?» demanda Dondelot. Le docteur Zimmer baissa les yeux. « Je n'ai que des soupçons, mais... » Lorenzo Malipiero venait souvent au palais à cette époque, et chaque fois que Caterina le mentionnait, ses yeux brillaient d'une façon particulière. « Pensez-vous qu'ils avaient une liaison ?» Le médecin haussa les épaules. « C'est possible. Caterina était une femme passionnée, étouffée par un mariage sans amour. Lorenzo était charmant, attentionné. Il n'y aurait rien d'étonnant à ce qu'elle soit tombée amoureuse de lui. » L'inspecteur nota soigneusement ces informations. « Docteur, pensez-vous que le comte Alessandro était au courant de cette liaison supposée ?» Zimmer réfléchit un moment. Alessandro n'était pas homme à tolérer l'infidélité. S'il avait découvert quelque chose, sa réaction aurait pu être violente. Cette hypothèse ouvrait de nouveaux horizons à l'enquête. Si Alessandro avait découvert la liaison de sa femme avec Lorenzo, cela pouvait expliquer la mort mystérieuse de Caterina 15 ans plus tôt. Et maintenant, Lorenzo était peut-être revenu pour se venger. L'après-midi, l'inspecteur retourna au Palazzo Contarini pour examiner les appartements privés de feu Caterina, restés intacts depuis sa mort. Alessandro avait transformé ces pièces en une sorte de sanctuaire à la mémoire de sa première épouse, conservant tous ses objets personnels. La chambre de Caterina était émouvante dans sa mélancolie préservée. Ses robes étaient encore suspendues dans l'armoire, ses bijoux rangés dans leurs écrins, ses livres ouverts à la page où elle les avait laissés. Un portrait la représentait dans sa jeunesse, souriante et pleine de vie. L'inspecteur découvrit bientôt un secrétaire en marqueterie qui avait appartenu à la défunte. En l'examinant attentivement, il trouva un compartiment secret, contenant des lettres. Son cœur battit plus fort quand il reconnut l'écriture élégante de Caterina sur les enveloppes. Les lettres étaient adressées à « Mon bien-aimé L » et dataient des derniers mois de la vie de Caterina. Leur contenu ne laissait aucun doute sur la nature de la relation entre la comtesse et Lorenzo Malipiero. C'étaient des lettres d'amour passionnées, où Caterina exprimait son bonheur retrouvé et ses projets d'avenir. « Lorenzo, mon cœur », écrivait-elle dans une d'elles, « chaque moment passé loin de vous est une éternité. Alessandro ne soupçonne rien, mais je ne peux plus continuer cette comédie. Il faut que nous partions ensemble, comme nous en avons parlé. Venise n'est plus pour moi qu'une prison dorée, depuis que j'ai découvert l'amour véritable dans vos bras. » Une autre lettre était encore plus révélatrice. « Mon bien-aimé, j'ai pris ma décision. Je vais tout révéler à Alessandro. Je ne peux plus mentir, plus feindre. Notre amour mérite mieux.
que ces rencontres secrètes. Si Alessandro refuse de me laisser libre, nous partirons malgré tout. L'amour nous donnera la force de surmonter tous les obstacles. » L'inspecteur Don Dello sentit que l'enquête prenait une nouvelle dimension. Il était maintenant évident que Caterina avait l'intention de quitter son mari pour Lorenzo Malipiero. Mais elle était morte avant d'avoir pu mettre son projet en exécution. Accident ou crime passionnel? En fouillant plus avant dans le sécrétaire, il découvrit un brouillon de lettres que Caterina n'avait jamais envoyé. Elle était datée du jour même de sa mort et commençait ainsi. « Alessandro, il faut que je vous parle. Je ne peux plus garder le silence sur quelque chose qui me ronge depuis des mois. Notre mariage n'a été qu'une erreur, et j'ai trouvé ailleurs le bonheur que vous n'avez jamais su me donner. » Le brouillon s'interrompait là, comme si Caterina était été interrompue dans sa rédaction. L'inspecteur imagina la scène. La jeune femme, décidée à avouer sa liaison à son mari, rédigeant cette lettre difficile quand Alessandro était entré dans la pièce. La confrontation avait-elle tourné au drame? Mais si Alessandro avait tué sa femme 15 ans plus tôt, qui l'avait tué lui maintenant? Lorenzo Malipiero revenu pour se venger? Cette hypothèse tenait la route, mais l'inspecteur avait besoin de preuves plus solides. Il décida de faire rechercher Lorenzo Malipiero dans toute l'Europe. Grâce au réseau d'informateurs que Venise maintenait dans les principales villes européennes, il espérait retrouver sa trace. En attendant, il continua d'interroger les proches du comte Alessandro. La comtesse Isabella accepta de le recevoir dans son palais, situé de l'autre côté du Grand Canal. C'était une femme intelligente et observatrice, dont les souvenirs pouvaient éclairer l'enquête. Elle accueillit l'inspecteur dans son salon, décoré de tableaux de maître et de meubles précieux. « Madame la comtesse, » commença Dandolo, « j'aimerais que vous me parliez de vos souvenirs concernant Lorenzo Malipiero et Caterina Contarini. » Isabella prit le temps de réfléchir avant de répondre. « Lorenzo était un homme fascinant, » dit-elle finalement. Il avait cette aura de mystère qui attirait les femmes. Caterina n'était pas insensible à son charme, c'était évident. Mais de là à dire qu'ils étaient amants... Elle haussa les épaules. « Avez-vous remarqué des changements dans le comportement de Caterina dans les derniers mois de sa vie ?» Isabella hocha la tête. « Oh oui, elle était transformée, plus vivante, plus belle. » Alessandro lui-même l'avait remarqué. Il me disait parfois que sa femme avait retrouvé la joie de vivre. Comment Alessandro interprétait-il cette transformation? Demanda l'inspecteur. La comtesse eut un sourire ironique. Alessandro n'était pas très perspicace en matière de sentiments. Il attribuait ce changement aux soins du docteur Zimmer et au fait que Caterina avait enfin surmonté ses mélancolies. Mais vous, qu'en pensiez-vous? Isabella réfléchit un moment. Moi, j'ai tout de suite pensé qu'elle était amoureuse. Une femme reconnaît ces signes chez une autre femme. Caterina rayonnait de cet éclat particulier que donne l'amour partagé. L'inspecteur prit des notes. « Avez-vous jamais eu des soupçons sur l'identité de l'homme qui lui donnait cet éclat ?» La comtesse hésita. « J'ai bien remarqué qu'elle était toujours très heureuse quand Lorenzo venait au palais, et lui-même semblait épanoui en sa présence. Pensez-vous qu'Alessandro ait pu découvrir cette liaison ?» Isabella secoua la tête. Alessandro était jaloux de nature, mais il faisait confiance à Caterina. Et puis, Lorenzo était son ami. L'idée d'une trahison ne lui serait jamais venue à l'esprit spontanément. Mais si quelqu'un lui avait révélé, insista Dandolo. La comtesse fronça les sourcils. Dans ce cas, la réaction d'Alessandro aurait été terrible. C'était un homme d'honneur, mais aussi de passion. Il n'aurait jamais toléré l'infidélité. Cette conversation confirma les soupçons de l'inspecteur. Il était maintenant convaincu que Caterina et Lorenzo avaient eu une liaison et qu'Alessandro l'avait découvert le soir de la mort de sa femme. Mais comment prouver qu'il s'agissait d'un meurtre et non d'un accident? Le lendemain, l'inspecteur reçut des nouvelles de ses recherches sur Lorenzo Malipiero. Un marchand vénitien installé à Paris affirmait l'avoir vu il y a quelques mois et décrivait un homme marqué par les années, mais toujours élégant. « Il semblait porter un grand chagrin », avait écrit l'informateur. Plus intéressant encore,
Un banquier de Florence signalait qu'un homme correspondant au signalement de Lorenzo avait retiré une somme importante de ses comptes quelques semaines plus tôt. Il a dit qu'il rentrait à Venise pour régler une vieille affaire, précisait le rapport. Ces informations confirmaient que Lorenzo Malipiero était bien de retour en Italie et probablement à Venise. Mais où se cachait-il? L'inspecteur fit surveiller tous les hôtels et auberges de la ville, sans résultat. L'homme semblait avoir disparu comme un fantôme. C'est alors que maître Vénétis vint le voir avec une révélation importante. Le vieux notaire avait continué à fouiller dans les archives de la famille Cantarini et avait découvert un document troublant. « Inspecteur, dit-il d'une voix émue, j'ai trouvé le testament secret d'Alessandro. »« Un testament secret ?» s'étonna Dandolo. Le notaire hocha la tête. Alessandro l'avait rédigé il y a exactement 15 ans, juste après la mort de Caterina. Il y révèle des choses terribles. Il tendit le document à l'inspecteur, qui le lut avec attention croissante. Dans ce testament, Alessandro Contarini avouait avoir tué sa femme dans un accès de jalousie après avoir découvert sa liaison avec Lorenzo Malipiero. Cette nuit de janvier 1758, j'ai surpris Caterina en train de rédiger une lettre d'amour à son amant. La rage m'a aveuglé et je l'ai poussée du balcon. Sa mort n'était pas un accident, mais le résultat de ma colère et de ma jalousie. Le testament continuait. Lorenzo Malipiero ignore tout de mon crime. Il croit, comme tout le monde, à un accident. Si un jour la vérité devait éclater, si Lorenzo apprenait ce que j'ai fait, je sais qu'il viendrait me demander des comptes. En ce cas, que ce testament serve à établir la vérité. J'ai tué Caterina et je mérite la mort. L'inspecteur Dandolo reposa le document avec émotion. Tout s'éclairait maintenant. Lorenzo Malipiero avait appris la vérité sur la mort de Caterina, peut-être par des indiscrétions, peut-être par déduction, et était revenu à Venise pour se venger. Le meurtre d'Alessandro était un acte de justice personnelle. Mais cela ne résolvait pas tout. Comment Lorenzo avait-il eu accès au palais pendant le bal masqué ? Comment avait-il réussi à attirer Alessandro dans la bibliothèque? Et surtout, où se cachait-il maintenant? La réponse à ces questions arriva de façon inattendue. Le lendemain matin, un gondolier signala avoir trouvé un corps flottant dans un canal secondaire près de l'île de Murano. Quand l'inspecteur Dandolo se rendit sur place, il reconnut immédiatement Lorenzo Malipiero. L'homme gisait dans l'eau froide du canal, vêtu de ses habits de bal masqué. Son visage, marqué par 15 années d'exil et de chagrin, exprimait une étrange sérénité. À côté de lui, flottait son masque vénitien noir, celui-là même qu'il portait le soir du bal. L'examen du corps révéla que Lorenzo s'était donné la mort en s'empoisonnant. Dans sa poche, l'inspecteur trouva une lettre d'adieu où il expliquait son geste. « J'ai vengé Caterina », écrivait-il. « Alessandro a payé pour son crime. Maintenant, je peux enfin rejoindre celle que j'ai aimée plus que ma propre vie. » La lettre révélait aussi comment Lorenzo avait découvert la vérité. Un domestique du Palazzo Contarini, présent la nuit de la mort de Caterina, avait assisté à la scène depuis une fenêtre. Pris de remords sur son lit de mort, il avait révélé le secret à un prêtre, qu'il avait transmis à Lorenzo. « J'ai passé 15 années à préparer ma vengeance », continuait la lettre. « J'ai appris qu'Alessandro organisait ce bal masqué et j'ai vu là l'occasion parfaite. Les masques me permettraient de passer inaperçu et la foule des invités dissimulerait ma présence. J'ai loué une chambre près du palais sous un faux nom et j'ai préparé minutieusement mon plan. » Lorenzo expliquait ensuite comment il avait réussi à s'introduire dans le palais. « J'avais conservé une clé de l'entrée de service, souvenir de l'époque où j'étais l'ami d'Alessandro, elle fonctionnait encore. J'ai attendu le bon moment pour me mêler aux invités, puis j'ai attendu qu'Alessandro se retrouve seul. La confrontation dans la bibliothèque s'est déroulée comme je l'espérais, poursuivait la lettre.
Alessandro a d'abord nié, puis il a fini par avouer. Il m'a supplié de le pardonner, invoquant l'ivresse de la jalousie, mais rien ne pouvait excuser ce qu'il avait fait à Caterina. Je l'ai tué comme il l'avait tué, dans un moment de passion. L'inspecteur Dandolo referma la lettre avec un mélange d'admiration et de tristesse. Lorenzo Malpiero avait orchestré une vengeance parfaite, mais il avait payé ce crime de sa propre vie. L'affaire était close, mais elle laissait un goût amer. Les funérailles d'Alessandro Contarini eurent lieu dans la plus stricte intimité. Seuls quelques proches assistèrent à la cérémonie dans la petite église San Giorgio dei Greci. Le scandale avait éclaboussé la famille et beaucoup préféraient garder leur distance. La comtesse Isabella et le marquis Benedetto furent parmi les rares à accompagner le cortège jusqu'au cimetière de San Michele. « C'est une tragédie terrible », murmura Isabella. 3 vies détruites par un moment de folie. Benedetto hocha la tête. L'amour et la jalousie sont les plus puissants ressorts du drame humain. L'inspecteur Dandolo assista également aux funérailles, par respect pour la vérité qu'il avait découverte. Alessandro Contarini était un meurtrier, mais il avait aussi été un homme rongé par le remords pendant 15 ans. Sa mort était peut-être une forme de justice poétique. Quelques jours plus tard, Maître Vénétis révéla le contenu du testament secret d'Alessandro aux autorités vénitiennes. L'affaire fit grand bruit dans la haute société de la Sérénissime, mais elle fut rapidement étouffée pour égard pour la réputation de la famille Contarini. Le Palazzo Contarini fut fermé et mis en vente. Ses collections d'art furent dispersées aux enchères, et bientôt plus rien ne rappela le drame qui s'y était joué. Seuls quelques initiés se souvenaient encore de cette nuit de septembre où un bal masqué s'était transformé en tragédie. L'inspecteur Dandolo retourna à ses enquêtes quotidiennes, mais cette affaire l'avait marqué. Il avait résolu le mystère du masque vénitien, mais il avait aussi découvert les abîmes de passion et de vengeance qui peuvent se cacher derrière les apparences les plus civilisées. Dans les salons de Venise, on continua longtemps à parler de cette histoire extraordinaire. Certains y voyaient une leçon morale sur les dangers de l'adultère et de la jalousie. D'autres préféraient retenir l'aspect romantique de cette passion tragique entre Caterina et Lorenzo. Le docteur Zimmer, quant à lui, garda pour lui ses réflexions sur cette affaire. Il avait côtoyé les 3 protagonistes du drame et il savait que la réalité était plus complexe que ne le suggéraient les apparences. Caterina n'était pas seulement une femme adultère, Alessandro n'était pas seulement un mari jaloux, et Lorenzo n'était pas seulement un amant vengeur. Ils étaient tous 3 des êtres humains pris au piège de leurs sentiments, victimes de cette fatalité qui pousse parfois les cœurs les plus nobles vers les actes les plus terribles. Dans cette tragédie vénitienne, il n'y avait ni vrai coupable ni vraie victime, seulement des passions humaines poussées à leur paroxysme. Et c'est ainsi que se termina le mystère du masque vénitien dans cette Venise éternelle où les secrets se perdent dans les méandres des canaux et où les drames humains se dissolvent dans la beauté intemporelle de la Sérénissime. Voilà, chers amis, comment se dénoua cette sombre affaire du Palazzo Contarini. L'inspecteur Dandolo avait percé le mystère du masque vénitien, révélant une tragédie vieille de 15 ans qui avait fini par rattraper ses protagonistes. Dans cette histoire, nous avons vu comment les passions humaines peuvent conduire aux actes les plus extrêmes. L'amour de Caterina et Lorenzo, la jalousie d'Alessandro, et finalement la soif de vengeance qui a poussé Lorenzo à revenir sur les lieux de son ancien bonheur. Venise, avec ses masques et ses mystères, était le décor parfait pour cette tragédie où les apparences trompaient et où la vérité se cachait derrière les sourires de façade. Le bal masqué, symbole de l'art de vivre vénitien, était devenu le théâtre d'une justice implacable. Cette nuit-là, dans les salons dorés du palais Contarini, 3 destins se sont croisés une dernière fois. Alessandro a payé de sa vie le crime qu'il avait commis 15 ans plus tôt. Lorenzo a obtenu la vengeance qu'il cherchait, mais au prix de sa propre existence. Et Caterina, depuis son éternité,
a peut-être enfin trouvé la paix. L'inspecteur Don Delot, témoin de tant de drames humains, avait une fois de plus constaté que la vérité finit toujours par triompher, même quand elle met des années à émerger des ombres du passé. Chaque crime porte en lui les germes de sa propre révélation, et aucun secret, aussi bien gardé soit-il, ne peut résister indéfiniment au temps. Dans les rues de Venise, la vie reprit son cours normal. Les gondoliers chantèrent à nouveau sur les canaux, les marchands installèrent leurs étals sur les places, et les amoureux se donnaient rendez-vous sur les ponts romantiques de la Sérénissime. Mais pour ceux qui avaient vécu cette tragédie, quelque chose avait changé à jamais. Le mystère du masque vénitien était résolu, mais il laissait derrière lui une leçon éternelle sur la complexité de l'âme humaine et sur le prix parfois terrible de nos passions les plus profondes. Et maintenant, chers auditeurs, alors que cette histoire touche à sa fin, je vous souhaite de doux rêves peuplés de mystères moins tragiques. Que le sommeil vous apporte la paix que n'ont pas trouvé les protagonistes de notre récit. Merci de m'avoir accompagné dans cette enquête vénitienne. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres mystères qui vous guideront vers le sommeil. À bientôt pour de nouvelles aventures nocturnes, et que cette nuit vous soit douce et réparatrice. Bonne nuit et faites de beaux rêves.